La présidente du conseil syndical m'a humilié devant tout le monde. Les locataires n'utilisaient pas notre piscine. Son regard méprisant me brûlait, tandis que les propriétaires observaient. Ce qu'elle ignorait, c'est que je venais d'acheter la moitié de la copropriété, y compris son propre appartement en attique. Une histoire sur les apparences, les préjugés et la douce vengeance que personne n'a vu venir. Préparez-vous à un retournement de situation qui va vous réchauffer le cœur. Laissez votre like et commentez. Avez-vous déjà été jugé sur les apparences? Vous n'êtes qu'une locataire. La piscine est réservée aux propriétaires. C'est sorti comme ça, directement, sans même un « excusez-moi » ou un « pardon ». Les mots de la présidente du conseil syndical ont résonné dans le hall de la résidence, du lac bleu comme une gifle. Et vous savez le pire? Tout le monde s'est arrêté pour assister au petit spectacle. 15 visages se sont tournés dans ma direction, certains discrètement, d'autres moins. C'était comme si j'avais été jeté au centre d'une arène de gladiateurs, sauf qu'à la place des épées, c'étaient des regards de jugement qui me transperçaient. J'ai respiré profondément. À 58 ans, j'avais déjà affronté des choses bien pires qu'une présidente de conseil syndical arrogante aux airs de reine. Après des décennies à économiser chaque centime, à travailler 6 jours par semaine dans 2 emplois, j'avais enfin réalisé mon rêve. Vivre dans une résidence de haut standing à Annecy, au cœur des Alpes. Un endroit où, théoriquement, les gens devraient être éduqués. Quelle blague, n'est-ce pas? J'ai regardé ma tenue. Pantalon de jogging, t-shirt simple et sandales confortables. Rien de marque, rien d'ostentatoire. Mes cheveux étaient attachés en un chignon rapide, sans ces coiffures sculpturales que les dames de la résidence arboraient dès le matin comme si elles étaient baignées avec un brushing et un lisseur intégrés. Apparemment, mon crime capital avait été de ne pas paraître assez riche. Je vous remercie pour l'information, Madame la Présidente. C'est tout ce que j'ai réussi à dire, avec un calme que je ne me connaissais pas. J'ai fait demi-tour et me suis dirigé vers l'ascenseur, sentant les regards m'accompagner. Vous savez, cette sensation que quelqu'un chuchote sur vous, multipliée par 10. Ce que cette femme n'imaginait pas, et c'est ce qui rend toute cette histoire délicieusement ironique, c'est que je n'étais pas seulement une locataire. J'étais la nouvelle propriétaire de 40% des appartements de la résidence, y compris l'attique en duplex le plus coté de l'immeuble. 40%. Presque la moitié de ce fichu endroit m'appartenait. Et non, je n'habitais pas dans l'attique. J'avais opté pour un appartement moyen au 4e étage, tout en observant comment les gens se comportaient réellement quand ils pensaient que vous n'étiez pas l'un des leurs. Pourquoi ne lui ai-je pas jeté ça à la figure? Immédiatement. Eh bien, 3 choses m'ont toujours défini dans la vie: la persévérance silencieuse, l'observation attentive et la planification méticuleuse. On ne construit pas un petit empire immobilier en étant impulsive. Chaque mouvement doit être calculé, surtout quand on est une femme d'origine modeste, dans un marché dominé par les hommes en costume. Quand je suis arrivé à mon appartement, je suis allé directement sur le balcon. De là, j'avais une vue partielle sur la piscine, cette même piscine dont j'avais été expulsé. J'ai pris mes jumelles, que j'utilise pour observer les oiseaux, croyez-le ou non, et j'ai observé la présidente retourner vers son petit groupe d'amis, toutes riant comme si elles avaient assisté à la chose la plus drôle du monde. L'une d'elles a même levé sa coupe de champagne pour trinquer. Un toast à l'humiliation d'autrui, j'imagine. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Romain, mon avocat depuis plus de 20 ans. Madame Martine, tout est en ordre avec les derniers enregistrements. Vous êtes maintenant officiellement propriétaire de 32 lots de la résidence du Lac Bleu, ce qui représente 40% du total. Merci Romain. Et souvenez-vous, gardez cela confidentiel pour le moment. Comme vous préférez. Mais puis-je demander pourquoi? Normalement, les nouveaux propriétaires tiennent à se présenter, surtout lorsqu'ils acquièrent un nombre significatif de lots. J'ai souri en observant la présidente gesticuler vivement au bord de la piscine. Disons que je mène une petite expérience sociale. J'ai raccroché et je suis resté là contemplant les montagnes autour d'Annecy, le ciel bleu d'automne, les nuages qui glissaient paresseusement. J'ai eu un de ces moments que l'on ne comprend qu'après 50 ans, quand on réalise qu'on a exactement 2 options. Soit laisser les injustices nous aigrir, soit transformer chaque obstacle en carburant. Mon parcours n'a pas été facile. Fille d'employé de maison, j'ai commencé à travailler à 14 ans. À l'époque, personne n'aurait parié sur la fille de Zélie,
j'ai étudié le soir, économisé chaque centime. À 25 ans, j'ai acheté mon premier bien immobilier, un studio minuscule que j'ai rénové les week-ends. Je l'ai vendu avec profit, j'en ai acheté un plus grand, j'ai répété le processus. Au lieu de vêtements chers, j'investissais dans les briques et le mortier. Pendant que d'autres femmes de mon âge se mariaient et avaient des enfants, je construisais mon patrimoine. Et non, je ne regrette rien. Chaque choix a son prix. Quand ma mère est tombée malade, j'ai pu lui offrir les meilleurs médecins. Une chambre individuelle dans l'hôpital, le mieux équipé. Elle avait 62 ans quand elle est partie, mais elle est partie avec dignité, sans douleur. C'est pour elle que j'ai juré de ne plus jamais courber l'échine devant des gens comme cette présidente. Et maintenant j'étais là, face à un choix. Devais-je utiliser mon pouvoir financier pour donner une leçon à cette femme arrogante ou maintenir ma discrétion habituelle? Pourquoi pas les deux? Après tout, la meilleure revanche est celle qui vient lentement, quand la proie ne se rend même pas compte qu'elle est déjà dans le piège. Au cours des 6 mois suivants, cette histoire allait se dérouler comme un feuilleton télévisé, mais sans les publicités ennuyeuses. Et vous êtes invités à regarder chaque épisode avec moi. La première semaine après l'incident de la piscine, j'ai décidé d'étudier l'ennemi. Vous savez, connaître le terrain. Sans faire de bruit, j'ai commencé à observer la routine de la présidente. Son nom était Béatrice, 62 ans, veuve d'un industriel du textile, d'après mes enquêtes discrètes. J'ai vite remarqué que, chaque jeudi, religieusement à 15 heures, Béatrice organisait une rencontre exclusive au bord de la piscine. L'événement avait même un nom, le thé des propriétaires. Je vous jure, je n'invente rien. Ça ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'époque, mais sans le charme britannique et avec beaucoup de médisance bien française. 2. Mon balcon avec mes fidèles jumelles, qui servèrent désormais un but différent de l'observation des oiseaux, j'ai observé 3 réunions consécutives. Le schéma était toujours le même. 6 ou 7 femmes, toutes entre 55 et 70 ans, buvant du champagne, à 15 heures, imaginez, mangeant des amuse-bouches servis par les employés de la résidence et le plat principal démolissant la réputation des autres. Vous avez vu la tenue de la locataire du 302 dans l'ascenseur? On aurait dit qu'elle sortait d'une friperie. Ai-je réussi à entendre lors d'une occasion, suivi d'éclats de rire stridents. Et cette nouvelle jeune femme du 8e étage, divorcée, vous saviez, on dit que son mari l'a quittée pour une plus jeune, bien fait pour elle, si. Vous voulez mon avis? Qui lui a dit de négliger son apparence? C'était comme regarder un documentaire sur des hyènes en vêtements de marque. Le plus impressionnant, elle croyait vraiment être au sommet de la chaîne alimentaire sociale. Quelle adorable illusion. Le 10e jour après l'incident, j'ai eu une surprise. Jean, le gardien de nuit, a frappé à ma porte à 22 heures. Il semblait nerveux, regardant des deux côtés, comme s'il était sur le point de révéler l'emplacement d'un trésor de pirate. « Madame Martine, désolé de vous déranger à cette heure, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. » Il baissa encore plus la voix, presque un murmure. « La présidente a réuni tous les employés hier. Elle a donné des instructions spécifiques pour, comment a-t-elle dit, rendre la vie difficile aux locataires pour qu'ils renoncent à renouveler leur baux. Comment ça, Jean? Des retards intentionnels pour répondre aux demandes, priorité 0 pour les plaintes des locataires, ce genre de choses. Elle ne veut que des propriétaires dans la résidence. Elle dit que ça augmente la valeur du mètre carré. J'ai invité Jean à entrer, lui ai servi un café. Il a continué. Madame Martine, je travaille ici depuis 12 ans. Je n'ai jamais vu ça. La plupart des employés ne sont pas d'accord, mais personne ne veut perdre son emploi. Je l'ai remercié pour l'information et lui ai assuré que cela resterait entre nous. Après son départ, j'ai pris mon ordinateur portable. Il était temps d'avancer un peu dans le jeu. J'ai accédé au groupe WhatsApp de la copropriété. Oui, j'étais dans le groupe, bien que je ne me sois jamais manifesté. C'est là que j'ai découvert quelque chose d'encore plus sordide. Mon nom figurait sur une liste d'indésirables, partagée par la présidente. Une liste d'indésirables, vous y croyez? Était-on en 2023 ou en 1940? La liste comprenait 7 noms, tous locataires, tous des gens qui pour une raison ou une autre ne correspondaient pas au standard lac bleu défini par Béatrice et son club de commerce. À côté de mon nom, il y avait une observation. Se prend pour une propriétaire à surveiller. Ah, chère Béatrice, si vous saviez à quel point votre petite note m'a amusé. Se prend pour une propriétaire était techniquement correct. Je ne me prenais pas pour, je l'étais.
Ce qui m'a dérangé, cependant, c'est de voir le nom de Madame Carmen, une veuve de 78 ans qui vivait seule au 2e étage. L'observation à côté de son nom était « trop vieille, apparence inadéquate pour le standing de la résidence ». Cela m'a fait bouillir le sang, un préjugé pur contre une dame douce qui sortait à peine de chez elle à cause d'une arthrite. Avancé. Cette nuit-là, j'ai commencé à esquisser mon plan. Ce ne serait pas une vengeance, je préfère appeler ça un ajustement de perspective. La question n'était plus seulement à propos de moi, mais de toutes ces personnes sur la liste des indésirables. La semaine suivante, c'était mai et Annecy se préparait pour son célèbre festival international du film d'animation. La ville s'anime particulièrement à cette époque. Projections en plein air, expositions, ambiance festive au bord du lac. Un délice. Alors que je me promenais dans la rue Sainte-Claire, la rue piétonne animée de la vieille ville, je suis tombé accidentellement sur une jeune femme que j'ai vite reconnue, Patricia, la fille de la présidente. Je l'avais déjà croisée quelques fois dans l'ascenseur, toujours avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Excusez-moi », dit-elle, m'aidant à ramasser quelques sacs que j'avais fait tomber. Mais non, c'est ma faute. J'étais distraite par les vitrines. Patricia sourit, un sourire sincère de ceux qui illuminent les yeux. Rien à voir avec le sourire artificiel de sa mère. « Vous habitez à la résidence du Lac Bleu, n'est-ce pas? Je crois qu'on s'est déjà croisés. »« Exactement, 4e étage. Et vous êtes la fille de la présidente, c'est bien ça ?» En mentionnant sa mère, j'ai vu son sourire se faner légèrement. « Oui, je suis Patricia, professeure d'histoire au collège public. » Nous avons discuté quelques minutes. J'ai découvert que Patricia, à 32 ans, était une personne complètement différente de sa mère. Gentille, éduquée, visiblement mal à l'aise avec le statut social que sa mère chérissait tant. Elle a mentionné qu'elle ne venait à la résidence que le dimanche pour le déjeuner familial, une obligation qui semblait plus un fardeau. Ma mère a toujours rêvé d'habiter dans cette résidence. Pour elle, c'est comme un symbole qu'elle a réussi. Je préfère mon petit appartement dans le centre près du collège où j'enseigne. Nous nous sommes quittés cordialement. Patricia n'avait aucune idée de qui j'étais, ni de l'incident avec sa mère. Cette rencontre fortuite, cependant, serait cruciale pour les développements futurs, bien plus que ce qu'elle ou moi aurions pu imaginer à ce moment-là. Avec l'arrivée de juin, vint la traditionnelle fête de l'été de la résidence. J'ai mis mon nom sur la liste de présence à l'avance, en suivant toutes les procédures. 2 jours avant la fête, j'ai reçu un mot glissé sous ma porte. « Cher locataire du 402, nous regrettons de vous informer que votre inscription à la fête de l'été ne pourra être acceptée, le nombre maximum de participants ayant déjà été atteint. Le critère de priorité aux propriétaires a prévalu. Cordialement, l'administration de la résidence du Lac Bleu. Nombre maximum atteint. La salle des fêtes pouvait accueillir 200 personnes. La résidence entière comptait 80 appartements, beaucoup occupés par des familles de 2 ou 3 personnes. Les chiffres ne collaient tout simplement pas. Ce fut le premier petit retournement de situation de mon histoire. Au lieu de me plaindre ou de faire des histoires, j'ai décidé d'organiser ma propre fête de l'été. Pas dans mon appartement, mais dans la salle de réception que j'avais acquise au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin et que, pour une raison quelconque, personne dans la résidence n'avait relié à ma personne. La salle était spacieuse, avec vue sur les montagnes, et je l'avais achetée comme investissement, prévoyant de la louer pour des événements. C'était le moment idéal pour l'inaugurer. En 3 jours, j'ai organisé une fête de l'été caritative. J'ai invité tous, les employés de la résidence et leurs familles, les résidents de la maison de retraite, les Edelweiss, qui se trouvaient à 2 rues, et quelques voisins des alentours. Le thème ? Ensemble, on est plus fort. Célébrons la diversité locale. J'ai engagé un petit groupe de musique locale, décoré l'espace avec des motifs estivaux réalisés par des artisans de la région, servi des spécialités locales, préparé par une coopérative de femmes d'un quartier voisin. Et la touche spéciale. Chaque invité devait apporter 1 kilo de denrées non périssables pour un don à une association caritative locale. La fête fut un succès absolu. Le journal local a envoyé un photographe et dans l'édition du lendemain, on pouvait lire « Une femme d'affaires anonyme promeut l'intégration sociale lors d'une fête d'été caritative ». La photo montrait les personnes âgées de la maison de retraite dansant avec les enfants des employés de la résidence, tous souriants. Bien. Sûr, la nouvelle est parvenue aux oreilles de Béatrice. Le lendemain matin, elle a frappé à ma porte.
Elle était impeccablement vêtue à 8 heures, comme si elle sortait d'un salon de beauté. « Bonjour, j'aimerais savoir si vous avez l'autorisation d'utiliser le nom de la résidence du Lac Bleu lors d'événements publics. » J'ai souri calmement. « Bonjour, Madame la Présidente. Je n'ai utilisé le nom de la résidence à aucun moment. J'ai seulement mentionné que je travaille ici, ce qui est vrai. »« Vous travaillez? Vous avez dit que vous travaillez ici? » ?»« Oui. Je suis agente immobilière indépendante. C'est mon lieu de travail actuellement. » Ce n'était pas un mensonge. Je n'ai juste pas mentionné qu'actuellement, je travaillais à la gestion de mes propres biens immobiliers. Béatrice semblait confuse, comme si elle n'arrivait pas à intégrer cette information dans ses catégories préétablies. Quoi qu'il en soit, tout événement impliquant des employés de la résidence nécessite une autorisation préalable de l'administration. J'ai organisé un événement privé, en dehors de leurs heures de travail, dans un espace qui n'appartient pas à la résidence. Je ne vois pas où votre autorisation serait nécessaire. Son visage a commencé à rougir. Je pouvais presque voir la pression monter. Si vous continuez sur cette voie, je serai forcé de porter l'affaire devant le conseil syndical. Faites donc. D'ailleurs, j'aimerais participer à cette réunion du conseil. En tant que locataire, et ayant des intérêts légitimes, j'ai ce droit, n'est-ce pas? Elle est partie en fulminant, après avoir marmonné quelque chose sur les gens qui ne connaissent pas leur place. Elle ne savait pas à quel point je connaissais bien ma place. J'étais propriétaire de 40% de sa place. La riposte fut rapide. 3 jours plus tard, Béatrice convoqua une assemblée générale extraordinaire pour modifier le règlement de copropriété, restreignant encore plus l'usage des parties communes par les locataires. Les nouvelles règles proposées étaient absurdes. Les locataires ne pourraient utiliser la salle de sport qu'à des horaires spécifiques, de 10h à 15h, quand la plupart travaillent, devraient réserver la piscine 48 heures à l'avance et ne pourraient pas recevoir plus de 2 invités par mois. Ici surgit le premier retournement de situation moyen de l'histoire. Le jour de l'Assemblée, alors que Béatrice présentait les nouvelles règles avec son sourire de satisfaction, la porte de la salle s'ouvrit. Un homme en costume entra, demanda la permission et se présenta. « Bonsoir à tous, je suis Romain. Mendes, avocat. Je représente ici un copropriétaire qui préfère rester anonyme pour le moment. » Les regards confus se tournèrent vers lui. Béatrice semblait particulièrement agacée par l'interruption. « Monsieur l'avocat, ceci est une réunion privée de copropriétaires. J'en suis conscient et je représente un copropriétaire, comme je l'ai déjà mentionné. Mon client m'a chargé de vous informer que les modifications proposées au règlement violent, la loi sur la copropriété et les principes généraux de non-discrimination, qui assurent des droits égaux à tous les résidents, qu'ils soient propriétaires ou locataires, en ce qui concerne l'usage des parties communes. » Un murmure parcourut la salle. Romain continua. « De plus, la distinction entre propriétaires et locataires pour l'usage des parties communes constitue une discrimination, pouvant être caractérisée comme une pratique abusive, selon le Code de la consommation. Mon client demande que ces propositions soient reconsidérées, ou il sera contraint de prendre les mesures légales qui s'imposent. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les propriétaires se regardaient, essayant de deviner qui pouvait être ce mystérieux client. Béatrice, visiblement ébranlée, tenta de garder contenance. « Bien, nous pouvons réévaluer certaines de ces suggestions. Ce n'était qu'une proposition préliminaire pour discussion. » L'assemblée se termina sans conclusion, avec la promesse de reprendre le sujet à une date ultérieure. L'incertitude quant à l'identité de ce copropriétaire anonyme généra une vague de méfiance au sein du groupe de Béatrice. Exactement, comme je l'avais prévu. 2 semaines plus tard, Annecy accueillait son traditionnel festival gourmand, une célébration de la richesse culinaire locale et de l'influence savoyarde. J'ai profité de l'occasion pour passer à l'étape suivante. J'ai organisé un événement pour les résidents âgés de la copropriété dans la même salle que la fête de l'été. Cette fois, une dégustation de fondue avec des recettes authentiques suisses. Pendant les 7 années que j'ai vécues à Genève, travaillant comme consultante immobilière pour des Français investissant en Suisse, j'ai appris les secrets de la cuisine locale. Ma fondue au gruyère avec du vin blanc et du kirsch était pratiquement imbattable, sans vouloir me vanter. L'invitation était discrète. Après-midi fondu pour l'âge d'or. Apportez un ami et venez vous réchauffer avec les saveurs des Alpes. Événement gratuit.
J'ai glissé de petites invitations personnalisées sous les portes des copropriétaires de plus de 65 ans, y compris plusieurs des alliés de Béatrice. À ma satisfaction, 12 des 20 invités se sont présentés, y compris 3 dames qui fréquentaient assidûment le thé des propriétaires. La curiosité l'a emporté sur la loyauté envers la présidente, apparemment. Pendant l'événement, tout en servant la fondue et en racontant des anecdotes sur mon séjour en Suisse, sans mentionner les détails financiers, bien sûr, j'ai gagné la sympathie des présents. Madame Elisa, l'une des plus fidèles partisanes de Béatrice, a même commenté « Ma chère, vous devez enseigner cette recette à Béatrice. Elle se vante toujours de la fondue qu'elle a apprise dans ce cours de cuisine française, mais entre nous, c'est une horreur. » J'ai ri intérieurement. Béatrice n'avait probablement jamais goûté une vraie fondue de sa vie, mais elle se pavanait comme si elle l'avait apprise des maîtres suisses, typiques de ceux qui construisent toute une personnalité basée sur les apparences. Au troisième, moi, alors que le froid alpin était à son comble, vint le premier grand test. Le système de chauffage central de l'immeuble tomba complètement en panne. C'était juillet. La température extérieure avoisinait les 5 degrés C et les appartements étaient glaciales. Béatrice convoqua une réunion d'urgence. Malheureusement, la réparation prendra environ 2 semaines. La pièce nécessaire doit venir de Lyon, et il n'y a qu'une seule entreprise spécialisée qui peut faire le travail. Les résidents les plus âgés étaient visiblement inquiets. 2 semaines sans chauffage, au cœur de l'hiver, pourraient signifier des problèmes de santé. Ici, entra le deuxième petit retournement de situation. Le soir même, j'ai passé quelques coups de fil. Mon temps en Suisse ne m'avait pas seulement rapporté des recettes de fondue, mais aussi des contacts dans le secteur de la climatisation. Un ancien client, devenu ami, avait étendu ses activités en France et possédait une filiale justement à Annecy. En moins de 48 heures, une équipe spécialisée était dans la résidence, remplaçant non seulement la pièce cassée, mais effectuant une révision complète du système. Je n'ai pas mis mon nom sur le projet. J'ai demandé à mon ami de présenter le service comme une courtoisie promotionnelle de son entreprise qui souhaitait s'implanter sur le marché local. Les résidents étaient ravis. Béatrice, complètement dépassée, essayait de comprendre comment cela avait pu se produire dans son dos. Mais comment avez-vous obtenu la pièce si rapidement? L'autre entreprise a dit qu'il n'y avait pas de disponibilité. Le chef technicien que j'avais préalablement briefé répondit avec naturel « Nous avons notre propre stock, madame, et nous travaillons 24h/24 en cas d'urgence, surtout lorsqu'il y a des personnes âgées et des enfants concernés. » Ce simple commentaire subtilement critique envers le délai que Béatrice avait accepté sans discuter planta la première graine de doute sur son efficacité en tant que présidente. Pendant le reste du mois, j'ai utilisé mes contacts pour en savoir plus sur l'administration de la copropriété. Au traditionnel marché des artisans locaux d'Annecy, j'ai retrouvé Édouard, un agent immobilier qui m'avait vendu certains des appartements. Au cours de notre conversation, il mentionna nonchalamment l'ancien président du conseil syndical qui avait démissionné mystérieusement 6 mois auparavant. C'était étrange. Charles faisait un excellent travail, les résidents l'aimaient bien. Soudain, il a démissionné en invoquant des problèmes personnels. Beaucoup de gens se sont méfiés, mais Béatrice a pris la relève rapidement et personne n'a trop posé de questions. Cette information a déclenché une alerte. J'ai obtenu le contact de Charles et j'ai organisé un café me présentant comme une simple résidente curieuse de l'histoire de la copropriété. Notre conversation fut révélatrice. Charles, un homme de 67 ans, retraité du secteur bancaire, avait une expression fatiguée en parlant de la résidence du Lac-Bleu. J'ai pris la présidence avec l'intention de moderniser la gestion, de la rendre plus transparente. J'ai créé un portail où toutes les dépenses étaient documentées, chaque centime justifié. Au début, tout s'est bien passé, mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des incohérences dans les comptes précédents. Quel genre d'incohérence? Il hésita comme s'il évaluait s'il devait continuer. Finalement, des contrats surfacturés avec des entreprises de maintenance, des services facturés et jamais réalisés, des frais d'urgence sans aucune urgence documentée. Quand j'ai commencé à enquêter plus en profondeur, j'ai reçu des menaces. Pas physiques, mais des insinuations selon lesquelles certaines erreurs de mon passé pourraient refaire surface. Et il y avait des erreurs? Rien de grave. Il y a des années, j'ai eu des problèmes avec le fisc pour des déclarations incorrectes. Tout a été réglé légalement.
mais la simple mention du sujet. Eh bien, ma femme a des problèmes cardiaques, je n'ai pas voulu risquer un stress inutile. Et Béatrice était impliquée dans ces menaces? Jamais directement. Mais elle a mené le mouvement pour me remplacer lorsque j'ai annoncé ma démission. Et curieusement, c'est elle qui s'est opposée le plus vivement au portail de transparence que j'avais créé. Cette information serait cruciale pour ce qui allait suivre. Au 4e mois de mon séjour, vint le coup le plus audacieux de Béatrice. Elle annonça une augmentation de 35% des charges de copropriété, invoquant des coûts extraordinaires de maintenance et de sécurité. Elle ne présenta aucun rapport détaillé, juste un tableau générique avec des valeurs arrondies à la hausse. Deuxième retournement de situation moyen, lors de l'assemblée convoquée pour approuver l'augmentation, mon avocat se présenta à nouveau. Cette fois, avec une proposition très spécifique, mon client demande un audit indépendant des comptes de la copropriété avant toute approbation d'augmentation. Il propose même de prendre en charge 40% des coûts de cet audit, proportionnellement à sa participation en tant que propriétaire. Le chiffre ne passa pas inaperçu. 40%, murmura quelqu'un. Qui possède 40% des lots? La pression des propriétaires fut telle que Béatrice n'eut d'autre choix que d'accepter l'audit. Son visage alternait entre le rouge de la colère et le pâle de l'inquiétude. Pendant que l'audit était en cours, j'ai intensifié ma stratégie de rapprochement avec les résidents. 3 fois par semaine, j'organisais de petites rencontres dans les jardins de la résidence. Rien de formel, juste du thé, du café et des biscuits savoyards que je commandais à une petite boulangerie familiale. Ces rencontres, que j'ai baptisées informellement café et conversation, attirèrent de plus en plus de participants. C'était un espace où les résidents discutèrent de livres, partagèrent des histoires de vie, parlaient des événements culturels de la ville. Pas de commérage, pas d'ostentation, juste des gens qui se connectaient sincèrement. Béatrice tenta de saboter les rencontres de diverses manières, en programmant des entretiens bruyants dans le jardin aux mêmes horaires, en répandant des rumeurs selon lesquelles il s'agissait de réunions politiques, interdites par le règlement, allant jusqu'à suggérer que je recrutais des alliés pour quelques stratagèmes suspects. Ces tentatives ne firent que rendre les rencontres plus populaires. Même certains de ses anciens alliés commencèrent à les fréquenter, d'abord par curiosité, puis par plaisir sincère des conversations. 2 semaines plus tard, vint le résultat de l'audit. Comme je le soupçonnais déjà, plusieurs irrégularités administratives furent découvertes, rien qui ne constitue une fraude explicite, mais suffisamment pour soulever de sérieuses questions sur la compétence de Béatrice en tant que présidente. Contrats signés sans devis comparatif, réserves financières utilisées sans autorisation formelle, documentation incomplète des services réalisés. Le rapport mentionnait également la curieuse coïncidence que 3 des entreprises engagées pour les services de maintenance avaient pour propriétaires des parents éloignés de Béatrice, mais qu'elle n'avait jamais divulgué. 3e petit retournement de situation. Alors que tout le monde s'attendait à ce que je, par l'intermédiaire de mon avocat, expose publiquement Béatrice, j'ai surpris tout le monde. Au lieu d'exiger sa révocation immédiate, j'ai proposé un accord. Mon client suggère une réorganisation de l'administration de la copropriété, avec la création d'un comité de transparence composé de 3 propriétaires et de 2 locataires, qui supervisera toutes les décisions financières. Il ne voit pas la nécessité de mesures plus drastiques pour le moment, à condition que les problèmes identifiés soient corrigés. Cette modération surprit tout le monde, en particulier Béatrice, qui s'attendait évidemment à être publiquement humiliée. Le fait que je n'ai pas cherché la vengeance, mais plutôt une solution constructive, a suscité le respect parmi les résidents. Qui que soit ce propriétaire anonyme, il semble être une personne raisonnable. Ai-je entendu l'un d'eux commenter en sortant de la réunion. Au 5e mois, pendant les célébrations de la fête du lac d'Annecy, j'ai rencontré par hasard Michel, un architecte spécialisé dans la préservation du patrimoine historique de la région. Notre conversation sur l'architecture savoyarde m'a donné une idée. La résidence du Lac Bleu, malgré son emplacement privilégié et ses appartements luxueux, avait une façade assez défraîchie. La peinture s'écaillait à plusieurs endroits. Certains balcons présentaient des infiltrations et les détails architecturaux d'origine avaient été négligés au fil des ans. 3e retournement de situation moyen. J'ai proposé en assemblée, à nouveau par l'intermédiaire de mon avocat,
un projet de restauration de la façade respectant l'esthétique traditionnelle d'inspiration savoyarde. La différence, je me suis proposé pour financer 40% du projet en tant que donatrice anonyme. Béatrice, bien sûr, s'y opposa véhémentement. Elle argua que la façade était parfaitement adéquate et que l'argent serait mieux employé à la rénovation de sa salle de sport. Oui, elle a vraiment dit sa salle de sport, un lapsus freudien qui n'est pas passé inaperçu. J'ai présenté par l'intermédiaire de Michel, que j'avais engagé comme consultant, des images de ce à quoi ressemblerait l'immeuble après la restauration. L'enthousiasme fut immédiat. Béatrice fut mise en minorité par une large majorité, subissant sa première grande défaite publique en tant que présidente. Plus tard, ce mois-là, j'ai appris par Patricia, avec qui je maintenais un contact occasionnel, qu'elle rencontrait des difficultés dans son projet éducatif. En tant que professeure d'histoire, elle avait développé un programme pour emmener les élèves des écoles publiques, visiter les sites historiques d'Annecy, mais manquait de financement pour le transport et le matériel pédagogique. Premier, grand retournement de situation. J'ai offert mon aide par le biais d'une fondation éducative que j'avais créée des années auparavant, en hommage à ma mère. Patricia ne savait pas que j'en étais la fondatrice et la mécène, croyant qu'il s'agissait simplement d'une entité philanthropique locale. Le projet fut un succès, recevant même une couverture médiatique régionale. Des élèves du public découvrent l'histoire d'Annecy, titrait le journal, avec des photos d'enfants souriants visitant le château d'Annecy. Béatrice, bien sûr, découvrit par sa fille que son ennemi avait aidé sa propre famille. Son embarras fut évident lorsque nous nous sommes croisés dans l'ascenseur quelques jours plus tard. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, hésita et finalement murmura un bonjour presque inaudible. C'était la première fois qu'elle m'adressait la parole depuis l'incident de la piscine. La tension entre mère et fille grandit. Patricia, enchantée par le succès du projet et reconnaissante du soutien reçu, ne comprenait pas l'hostilité soudaine de sa mère envers la fondation. C'est comme si elle préférait que le projet échoue plutôt que de recevoir l'aide de quelqu'un qu'elle n'approuve pas, commenta-t-elle, confuse, lors d'un café. Quatrième retournement de situation moyen, pendant le festival gourmand d'Annecy, j'ai organisé un événement caritatif qui alliait gastronomie et histoire locale. J'ai invité des chefs renommés à recréer des plats de l'époque savoyarde, dont les recettes seraient reversées à la restauration d'une ancienne école publique. L'événement a fait les gros titres des médias locaux, avec des mentions de la mystérieuse bienfaitrice qui transforme la scène culturelle et sociale de la ville. Béatrice, sentant son prestige menacé, tenta de s'approprier l'idée. Elle annonça que la résidence organiserait un événement similaire, mais beaucoup plus exclusif et élégant. Le résultat fut prévisible, une fête prétentieuse, avec peu de participants et des critiques pour son manque de but caritatif. Son manque d'authenticité fut perçu par tous, et le soutien à son égard diminuait visiblement. Au 6e mois, la nature fournit le cadre parfait pour le grand final. Une forte tempête, typique de la région alpine, frappa Annecy. Des vents de plus de 80 km/h et une pluie torrentielle causèrent des dégâts dans toute la ville. La résidence du Lac Bleu ne fut pas épargnée. Une partie du toit fut endommagée, entraînant des infiltrations dans plusieurs appartements, principalement aux étages supérieurs. L'appartement le plus touché, l'attique en duplex de Béatrice. Deuxième grand retournement de situation. Pendant que la présidente paniquait, essayant de contacter les assureurs et les entreprises de maintenance qui refusaient d'intervenir pendant la tempête, j'ai agi. J'ai immédiatement fait appel à une équipe de restauration spécialisée dans les constructions historiques, avec qui j'avais des contacts par l'intermédiaire de Michel. En moins de 3 heures, même sous une pluie battante, des techniciens étaient sur place, installant des bâches de protection, évaluant les dégâts et commençant les réparations d'urgence. Encore une fois, je n'ai pas révélé mon identité en tant que financeur de l'opération. J'ai tout présenté, comme faisant partie d'un programme d'assistance d'urgence de l'entreprise de restauration. C'est à ce moment-là que les résidents ont finalement commencé à spéculer ouvertement sur ma véritable identité. Les pièces du puzzle s'assemblaient, les événements caritatifs, les interventions légales par l'avocat, la proposition de restauration de la façade et maintenant le sauvetage pendant la tempête. Quelqu'un investissait du temps, de l'argent et des efforts dans la copropriété et cela ne semblait pas être par intérêt commercial immédiat. Une semaine après la tempête,
la résidence organisait sa traditionnelle fête du printemps. C'était un événement annuel pour célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée des fleurs qui rendaient Annecy célèbre. Même avec les récents désagréments causés par la tempête, Béatrice insista pour maintenir la célébration, pour remonter le moral des résidents, selon elle. J'ai mis mon nom sur la liste de présence, comme je l'avais fait pour la fête de l'été, et comme on pouvait s'y attendre, j'ai reçu le même communiqué impersonnel m'informant que mon inscription avait été refusée en raison du nombre maximum de participants atteint. Rien n'aurait pu être plus parfait pour ce que j'avais prévu. Le jour de la fête, la salle des événements de la résidence était décorée de fleurs de saison. Béatrice, avec sa robe fleurie hors de prix et ses bijoux ostentatoires, accueillait les invités à la porte comme une reine dans son château. La musique jouait doucement. Des serveurs circulaient avec des coupes de champagne. Je suis arrivé exactement à 20h, heure prévue pour le début de l'événement. Je portais un ensemble élégant mais discret et pour la première fois depuis mon emménagement, je portais quelques-uns des bijoux qui avaient appartenu à ma mère. Un collier de perles qu'elle avait reçu en cadeau de son employeur, il y a plusieurs décennies, et qu'elle gardait comme un trésor. Quand je me suis approché de l'entrée, Béatrice afficha un sourire qui se transforma rapidement en une expression de mécontentement. « Bonsoir, Madame la Présidente. Je suis venue pour la fête. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas sur la liste. Je crois que vous avez reçu un mot à ce sujet. » « Oui, je l'ai reçu, mais j'ai pensé qu'il y avait peut-être une erreur. Après tout, la salle peut accueillir 200 personnes et il ne semble pas y en avoir 50 ici. » Le malaise était visible sur son visage. Quelques invités nous observaient déjà, intéressés par le déroulement de la situation. Il n'y a aucune erreur. La fête est prioritairement réservée aux propriétaires, comme cela vous a déjà été expliqué. Troisième grand retournement. Chef de situation. À ce moment précis, mon avocat Romain entra par la porte principale, accompagné de Michel, l'architecte, et de Patricia, la fille de Béatrice, qui semblait confuse par la situation. « Bonsoir à tous », dit Romain d'une voix forte, attirant l'attention des présents. « J'aimerais enfin vous présenter ma cliente, Madame Martine Guérin. » Un murmure parcourut la salle. Béatrice semblait de plus en plus mal à l'aise. « Madame Guérin est propriétaire de 32 lots de cette copropriété, y compris toute l'aile ouest du 5e étage, l'espace commercial du rez-de-chaussée et l'attique en duplex de l'aile est. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Béatrice, pâle, s'appuya sur la table d'accueil. « C'est une sorte de blague ?»« Pas du tout, Madame la Présidente. J'ai ici toute la documentation. » Romain ouvrit sa mallette, sortant une série de documents. Madame Guérin a acquis ses propriétés il y a 6 mois, choisissant de rester discrète sur ses investissements, comme c'est son droit. Les regards impressionnés se tournèrent vers moi. Je pouvais voir un mélange de surprise, de confusion et, dans certains cas, d'admiration. Béatrice tenta de se ressaisir, lissant nerveusement sa robe. « Eh bien, dans ce cas, il y a évidemment eu un malentendu. Madame, vous êtes plus que bienvenue à la fête. » J'ai souri calmement. « Merci, mais je ne suis pas venu pour participer à la fête. »« Non, non, je suis venu pour convoquer une assemblée générale extraordinaire, comme c'est mon droit en tant que propriétaire de 40% des lots de cette copropriété. J'aimerais proposer une refonte complète de l'administration. » Le choc dans les yeux de Béatrice était impayable. Patricia, en arrière-plan, semblait partagée entre la surprise et une étrange satisfaction. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit dans la résidence comme une traînée de poudre. Des propriétaires me contactaient, curieux de connaître la mystérieuse investisseuse qui s'était fait passer pour une locataire. J'ai reçu des invitations à prendre le thé, jusqu'à des propositions d'affaires immobilières. L'Assemblée générale extraordinaire fut fixée pour la semaine suivante. Pendant ce temps, Béatrice semblait avoir disparu. On ne la voyait plus dans les parties communes, elle ignorait les appels, elle avait même annulé son précieux thé des propriétaires. Patricia est venue me voir 2 jours avant l'Assemblée. Elle était visiblement bouleversée. « Ma mère ne va pas bien. Je ne l'ai jamais vue comme ça, si. Abattue. Je l'ai invitée à entrer, lui ai servi un thé. Je ne suis pas ici pour détruire votre mère, Patricia. Juste pour corriger une situation qui nuisait à beaucoup de gens. Je sais, en fait, une partie de moi a toujours su que son comportement dans la résidence était problématique. J'ai essayé de lui parler tant de fois, mais elle disait toujours que je ne comprenais pas comment fonctionnent les choses dans les beaux quartiers. Notre dialogue fut long et révélateur.
J'ai découvert que Béatrice venait d'une famille modeste, tout comme moi. Son mariage avec un industriel prospère avait été son ascension sociale, et depuis, elle vivait dans la peur constante que quelqu'un découvre ses origines, d'être démasquée comme une imposture dans ce monde de luxe. Elle s'est créé un personnage, expliqua Patricia. L'élégante veuve de l'industriel, la présidente compétente, la grande dame de la société. Et plus elle jouait ce rôle, plus elle perdait contact avec qui elle était vraiment. Cette conversation a changé ma perspective. J'ai vu en Béatrice un reflet déformé de ce que j'aurais pu devenir moi-même, si j'avais laissé l'amertume et l'insécurité guider mes pas après chaque porte fermée à mon nez, chaque regard de dédain pour mes origines modestes. Le jour de l'assemblée, la tension était palpable. La salle était comble. Pratiquement tous les propriétaires étaient présents, ainsi que plusieurs locataires que j'avais personnellement invités aux grandes dames de certains traditionalistes. À la surprise générale, Béatrice était également présente. Elle était vêtue plus simplement que d'habitude, avec moins de maquillage presque méconnaissable, sans son habituelle armure de luxe. Quand mon tour de parler arriva, tout le monde s'attendait à un discours dévastateur, une humiliation publique de la présidente qui m'avait traité avec tant de mépris. Au lieu de cela, j'ai proposé quelque chose de complètement différent. J'aimerais proposer une administration partagée et transparente, avec une participation égalitaire des propriétaires et des locataires. Un modèle coopératif basé sur les principes de travail commun, de respect mutuel et de valorisation de la communauté au-dessus de l'individu. J'ai présenté un plan détaillé, un conseil de gestion avec des représentants de tous les bâtiments de la résidence, des réunions mensuelles de reddition des comptes ouvertes à tous, un système en ligne où chaque dépense serait documentée et justifiée. La résidence du Lac-Bleu n'a pas besoin d'être seulement une adresse de prestige. Elle peut être un exemple de coexistence harmonieuse où la valeur d'une personne n'est pas mesurée par la taille de son patrimoine, mais par sa contribution au bien commun. La proposition fut approuvée par acclamation. Même les alliés les plus fidèles de Béatrice semblaient soulagés par la perspective d'une administration plus transparente et participative. Le dénouement surprit tout le monde. Béatrice demanda la parole. « J'aimerais. » Elle hésita, visiblement mal à l'aise. « J'aimerais m'excuser publiquement auprès de Madame Guérin et auprès de tous les locataires qui ont été traités de manière irrespectueuse pendant ma gestion. Je reconnais mes erreurs et j'aimerais offrir mon expérience pour aider à la réorganisation administrative proposée. » Le silence qui suivit reflétait le choc collectif. Personne ne s'attendait à ce geste d'humilité de la part de la fière présidente. « Votre expérience sera la bienvenue, Béatrice, » répondis-je calmement. « Je crois que nous avons tous quelque chose à contribuer pour rendre cet endroit meilleur. » Dans les mois qui suivirent, la résidence du Lac-Bleu se transforma. Pas seulement dans son apparence physique, avec la restauration de la façade en cours, mais surtout dans l'ambiance entre les résidents. Les divisions artificielles entre propriétaires et locataires se sont progressivement dissoutes, remplacées par un véritable esprit communautaire. Béatrice, à la surprise de beaucoup, se révéla une collaboratrice précieuse. Sa connaissance, détaillée de l'administration de la copropriété, désormais canalisée à des fins constructives et transparentes, fut fondamentale dans la transition vers le nouveau modèle. Sa fille Patricia, fière de la transformation de sa mère, devint une amie proche. Ensemble, nous avons développé un projet qui emmenait des étudiants découvrir les aspects historiques et architecturaux de notre résidence, qui faisait après tout partie du patrimoine culturel de la ville. Quant à moi, j'ai finalement commencé à utiliser la piscine, et par un dimanche après-midi ensoleillé, alors que je prenais tranquillement mon bain de soleil, j'ai aperçu Béatrice s'approcher avec 2 coupes de champagne. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être de la compagnie », dit-elle en me tendant une des coupes. J'ai accepté avec un sourire. 6 mois après avoir été interdite de piscine pour être juste une locataire, j'avais non seulement transformé l'administration de la copropriété, mais aussi les personnes impliquées, y compris moi-même. Parce que le vrai pouvoir n'a jamais résidé dans mes 40% de propriété. Il résidait dans la capacité de transformer un conflit en opportunité, de choisir la construction plutôt que la destruction, de voir au-delà des apparences et de toucher les cœurs derrière les façades sociales. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise après 50 ans, c'est que la vengeance peut être douce, mais la transformation authentique est bien plus satisfaisante. En fin de compte,
Il ne s'agit pas de vaincre ses ennemis. Il s'agit de créer un monde où les inimitiés artificielles se dissolvent face aux valeurs réelles. Béatrice leva sa coupe dans un toast silencieux. Et là, sous le soleil d'Annecy, deux femmes issues de milieux modestes et ayant suivi des chemins si différents, célébraient non seulement une réconciliation personnelle, mais aussi la chute de murs invisibles qui avaient si longtemps divisé des personnes qui, au fond, avaient bien plus en commun qu'elles ne l'avaient jamais admis.